tous. Bonsoir aux auditeurs qui nous rejoignent petit à petit. Et puis bonsoir à vous, Lionel Arnaud. On est vraiment ravis d'organiser la deuxième émission maintenant de l'avis de recherche en partenariat avec Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et la Revue libre des sciences humaines et sociales. Brièvement, l'idée à travers ce format, c'est de proposer un échange avec un universitaire sur des sujets d'actualité qui sont aussi en lien avec ses recherches. Donc, l'idée, c'est d'éclairer finalement l'actualité sous l'angle de la recherche universitaire et puis de mettre un petit peu en avant les travaux des chercheurs français. J'en profite pour dire aux auditeurs qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions en commentaire du live directement. Moi, je les lis et je vais pouvoir les transmettre ensuite à Lionel Arnaud pour qu'il puisse y répondre et que ce soit un petit peu plus interactif. Ce soir, donc, on va parler culture. On va parler culture avec Lionel Arnaud. Vous êtes professeur des universités en sociologie à l'université Paul Sabatier Toulouse 3 et aussi à Sciences Po Toulouse. Vous travaillez sur la sociologie des mouvements culturels, des politiques de développement culturel en France, mais aussi à l'international. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un dont on va avoir l'occasion du coup de parler ce soir, Agir par la culture, enjeux et mutations des mouvements culturels, qui est sorti en 2018. Donc, je vous le disais, ce soir, on va parler culture. La culture, elle a récemment fait l'objet de gros titres avec de nombreux professionnels du secteur culturel, mais aussi des personnalités publiques qui se sont exprimées et se sont en l'occurrence alarmés de voir tout un secteur mis à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. Et ce stop mis à la culture, il interroge sur un potentiel creusement des inégalités d'accès à la culture et un potentiel changement de notre rapport à la culture également. Du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de mettre un petit peu en perspective tous ces éléments et de les replacer dans une histoire de la culture. Donc l'idée ce soir, c'est de comprendre l'histoire des politiques culturelles, leurs acteurs, le rapport que la culture entretient aux politiques et de parler donc des conséquences de la crise sanitaire sur le secteur culturel. Donc on a coutume en général de commencer en cernant bien le sujet avant de rentrer vraiment dans le vif de la question. Et justement, vous écrivez en introduction de votre ouvrage, Lionel Arnaud, Agir par la culture, donc que la culture, elle fait l'objet d'usages politiques et qu'elle est un outil au service de la transformation sociale. Et donc, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation, Sabrina, et puis toute votre équipe. Donc, c'est un format assez original et je suis ravi de pouvoir parler de mes objets de recherche avec vous et puis j'espère de pouvoir discuter avec les auditeurs, internautes, je ne sais pas, Facebookers, je ne sais pas comment il faut les appeler. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai pour répondre, ne serait-ce qu'à cette première question, parce que comme souvent, il faut faire un petit rappel historique. Par exemple, on peut faire référence au travail de Frédéric Chataignier dans sa thèse sur l'éducation populaire, qui montre par exemple que les discours publics qui identifient en général la question des rapports entre culture et politique font toujours référence au rapport sur l'organisation générale de l'instruction publique du marquis Nicolas de Condorcet. Donc ça nous ramène à la Révolution française. Donc ce fameux discours qu'il a présenté devant l'Assemblée législative en 1792. Donc c'est généralement un peu une date un peu marquante comme l'origine d'un mouvement en faveur d'un usage politique des connaissances et des arts. À l'époque, l'objectif, c'est de lutter contre l'obscurantisme de l'Église catholique. C'est dans le fil de la pensée des Lumières, des encyclopédistes. Nicolas de Condorcet estime que les progrès de la science et de la raison mèneront au bonheur des sociétés, des individus. Mais la culture commence à devenir une affaire d'État, on pourrait dire véritablement dans l'entre-deux-guerres. C'est à cette date que va se dessiner, en tout cas si on parle de la France, on est bien d'accord, un mouvement volontariste qui vise non pas simplement à maîtriser l'éducation ou à réguler les beaux-arts, mais à orienter délibérément la vie culturelle de la nation. Jean Zay, par exemple, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts de 1936 à 1939, esquissa d'ailleurs un projet d'un ministère de la vie culturelle. Alors, c'est à partir de 1936 et l'avènement du Front populaire que se dessine pour le coup un processus d'institutionnalisation, voire de mise en administration de la culture qui vise à contrer à l'époque la montée des fascismes à l'extérieur comme à l'intérieur des frontières françaises.
et des fascismes qui, justement, dans la logique totalitaire qui est la leur, furent sans doute les premiers à systématiser, on va dire, l'usage politique de la culture. Hein, comme dans ce cadre-là, c'est dans un cadre de propagande, un outil d'embrigadement, en particulier de la jeunesse, et puis d'édification de la nation et de la race. Alors, quand on a dit ça, j'essaie de ne pas être trop long, mais je pense qu'on aura le temps de délayer un petit peu tout ça, mais il faut quand même commencer aussi par le commencement, c'est il faut s'entendre aussi sur le mot culture. Et comme vous le savez, la culture, c'est une notion extrêmement polysémique. En 1952, par exemple, il y avait des anthropologues, Alfred Knober et je ne me rappelle plus le nom du deuxième, ils recensaient pas moins de 163 définitions différentes de la culture. Donc, il faut aussi s'interroger sur le contenu même des représentations que chacun d'entre nous a de la culture. Par exemple, réduire la culture savante à celle des œuvres académiques n'échappe pas, par exemple, à des préjugés de type ethnocentrique. C'est eux qui ont été précisément critiqués, par exemple, par Claude Lévi-Strauss. Ce que je veux dire par là, c'est que, et pour reprendre le fil de votre question, c'est que la définition de la culture en tant que telle est un enjeu politique. Selon que, je vais donner quelques exemples, la définition de la culture du Front populaire et des fascistes n'était pas véritablement la même. Celle des penseurs des Lumières n'était pas non plus forcément la même que celle de Louis XIV, par exemple. Donc, par exemple, les penseurs des Lumières ont fait de l'instruction, de la connaissance, du savoir, des armes révolutionnaires. Il s'agissait de développer le sens critique. Sapere ode, on dit en latin, je ne sais pas si je prononce bien, oser penser, aie le courage de te servir de ton propre entendement. C'était la devise des Lumières, en tout cas telle que l'a résumée Kant en 1784. Et lui-même prêtait à l'œuvre d'art cette faculté de libérer le sujet des contraintes ordinaires qui freinent le libre jeu de ses facultés. Et donc, à ce titre, la culture, qui était identifiée ici au savoir intellectuel et au savoir intellectuel européen, doit être mobilisée politiquement pour développer le sens critique. Et un projet qui, tout au long du XIXe siècle, en France, sera d'abord porté par les mouvements d'éducation populaire, en particulier la Ligue de l'enseignement, fondée en 1866, qui militait pour une école laïque, mais qui a été aussi portée par des mouvements concurrents, à commencer par l'Église catholique, mais aussi les mouvements ouvriers, qui entendaient se distinguer de l'éducation bourgeoise. Bon, voilà, je pourrais continuer longtemps, je ne voudrais pas être trop long, mais ce qu'on peut dire, c'est que de façon générale, et en France comme ailleurs, qu'on soit des militants ou des militantes républicaines, religieux, révolutionnaires, tous voyaient dans la culture un moyen de mobiliser, de convertir les peuples à leur projet idéologique, quel qu'il soit. Et justement, dans votre ouvrage, donc Agir par la culture, vous utilisez une expression, l'agir culturel. Est-ce que vous pourriez l'expliciter? Parce que du coup, je pense que ça a un lien assez étroit avec ce que vous dites sur les enjeux politiques rattachés à la culture. Oui, alors le terme d'agir culturel qui donne son nom à cet ouvrage, bon, je l'utilise pour principalement marquer une distinction avec celle d'action culturelle, qui est beaucoup plus connue, beaucoup plus utilisée, que ce soit par l'État ou par les militants culturels, et qui est généralement utilisée pour désigner les politiques de démocratisation de la culture. Bon, là aussi, historiquement, l'action culturelle, c'est intimement lié à la politique du ministère de la Culture et de son ministre fondateur, André Malraux. Je rappelle le décret fondateur du ministère de la Culture, du ministère des Affaires culturelles en 1959, c'est de rendre accessible, la mission du ministère des Affaires culturelles, c'est de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre de Français. Donc ici, on a un tour de passe-passe institutionnel où la culture devient non seulement la compétence exclusive du ministère des Affaires culturelles, il y a un ministère des Affaires culturelles, il y a un ministère de la Jeunesse et des Sports, par exemple. Donc a priori, ce n'est pas la même chose. Et il y a un ministère de l'Éducation. Ça veut dire que l'éducation ne s'occupe pas de culture non plus. Donc ça devient la compétence exclusive du ministère des Affaires culturelles, et puis la culture devient synonyme finalement des arts et des lettres. Donc c'est le ministère, c'est le politique encore, une fois ici, qui définit ce qui relève ou non de la culture via des processus de consécration symbolique et financière. Et donc, à l'envers de cette approche,
la notion d'agir culturel que j'essaye de développer tout au long de l'ouvrage, ça permet d'élargir l'analyse à au moins deux niveaux. D'une part, d'élargir l'analyse au-delà de l'État à tous les acteurs individuels, ce soit les intellectuels, ce soit les artistes, les enseignants, les animateurs, les journalistes, les amateurs, et les acteurs collectifs, les associations, les mouvements culturels, les entreprises. Tous mobilisent la culture à des fins de transformation sociale. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ils mobilisent la culture à des fins de transformation sociale. Donc, c'est un premier élargissement. Et puis surtout, ça permet aussi d'éviter de donner une définition trop restrictive de la culture, en tout cas, qui serait trop marquée par des césures ministérielles qui se sont peu à peu institutionnalisées, y compris dans le domaine académique et puis surtout dans nos têtes. Quand on parle de culture, on a tendance à penser ministère de la culture. Donc, l'agir culturel, ça concerne tout autant les arts que le sport, les amateurs de bricolage, que les musiciens professionnels. Donc, c'est tout l'intérêt, je dirais, d'élargir un petit peu la focale parce qu'il semble de plus en plus difficile aujourd'hui de confiner, si je puis utiliser ce terme, la culture à la seule acceptation artistique ou des grandes œuvres de l'humanité. D'accord. Et justement, est-ce qu'on entend souvent que la culture, qu'on peut émanciper par la culture, est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui parler d'une émancipation par la culture? Et est-ce que la culture est un facteur de développement, notamment pour les territoires où vous parlez de la diversité des acteurs? Les acteurs, justement, ils travaillent sur une diversité de territoires également. Est-ce que du coup, la culture permet de développer ces territoires? Et en même temps, est-ce que c'est un outil d'émancipation qui fonctionne? Alors, bon, là encore, quand on parle par exemple de développement culturel ou développement par la culture, il faut encore une fois s'entendre sur le mot. Parce que bon, de quelle culture on parle? Est-ce que c'est la culture au sens large? Est-ce qu'on fait un développement culturel au sens de mobilisation de toutes les ressources symboliques, de l'art au sport, en passant par, je sais pas, la mode, la cuisine, le design, le jardinage, etc. Ou est-ce qu'on parle de développement culturel uniquement en se concentrant sur les arts ou les œuvres consacrées? Ou encore, par exemple, de tout ce qui relèverait de la sphère dite créative. Par exemple, vous avez peut-être, j'imagine, souvent entendu ce mot ces dernières années, par exemple, l'idée, finalement, ce n'est pas un développement par la culture, mais c'est l'idée que la créativité est un facteur de développement économique. C'est une idée qui s'est largement diffusée à travers le monde. C'est d'ailleurs notamment la thèse d'un géographe états-unien qui s'appelle Richard Florida, vous avez peut-être entendu parler, qui avait publié un livre en 2002 qui s'appelle The Rise of the Creative Class, la montée de la classe créative, où il souligne les avantages comparatifs des territoires qui ont su miser sur leur capacité créative, en attirant ce qu'il appelle des talents, via le développement d'infrastructures et de services dédiés. Alors, c'est une approche intéressante parce qu'elle a le mérite de rappeler la place et le rôle et l'importance des artistes dans le développement de la richesse et de l'attractivité des villes. Au passage, il faut aussi nuancer parce que dans l'esprit de Richard Florida, ce qu'il appelle la classe créative, ça regroupe des artistes, mais ça regroupe aussi des ingénieurs, des chercheurs, des médecins, des avocats. Donc, contour de la classe créative, c'est plutôt ceux qui ont un fort capital culturel, pour parler en des termes sociologiques. Bon, néanmoins, voilà, ça permis de remettre sur le devant de la scène les créateurs, on va dire. Le problème, c'est que les politiques qui ont été menées par les villes, en particulier, par les gouvernements urbains, puisque c'est principalement ce qu'ils appellent les villes créatives, qui sont sur le devant de la scène, ont généralement privilégié une culture rentable, celle qui est capable d'attirer les entreprises, les touristes. Et le risque, c'est d'approfondir une césure entre ceux et celles qui peuvent bénéficier des services culturels, des équipements, des événements, et puis les autres, les populations qui n'ont pas les capacités créatives, en tout cas celles qui sont valorisées par les entreprises dans un milieu très concurrentiel. Donc voilà, quand on parle de développement ou quand on parle de culture, il y a toujours une dimension plus ou moins normative qui ne dit pas toujours son nom. Et la question est donc tout autant de savoir de quelle culture on parle, mais aussi de quel développement on parle, à quelle fin, au bénéfice de quelle population. Et puis alors, sur la question d'émancipation, qui est un petit peu différente, alors la notion d'émancipation, ce n'est pas tellement une question, c'est pas tellement une notion sociologique, c'est plutôt une notion philosophique.
Les sociologues, on va dire, ils sont plutôt pessimistes en matière d'émancipation, parce que voilà, on travaille plutôt avec l'idée que les choix, les décisions individuelles s'expliquent par un certain nombre de facteurs sociaux, culturels, et que donc on n'est jamais totalement en mesure de s'émanciper, en tout cas pas de façon radicale, d'un certain nombre de tutelles institutionnelles, la famille, l'école, le monde professionnel, les croyances religieuses, ou même encore les artefacts artistiques et sportifs. Donc, on a plutôt tendance, quand on fait de la sociologie, à mettre au centre de l'analyse les institutions, les groupes qui nous fabriquent, les institutions au sens large, des représentations aussi, des règles, qui nous fabriquent, qui forgent nos dispositions, nos désirs, donc un peu à l'image de la famille, de l'école, mais aussi des musées, du centre socioculturel, du club de foot. Alors, ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que si les institutions, elles encadrent nos choix, elles sont aussi le produit de notre activité sociale. C'est-à-dire, les institutions, ce sont des faits sociaux. Et le social, ce sont des individus, ce sont vous et moi. Ce sont nos représentations, nos imaginaires. Et donc, on peut dire que d'une certaine manière, on peut renverser l'idée en disant qu'on a aussi les moyens de transformer les institutions, de les mobiliser, même si elles ont une certaine inertie. Sinon, ce ne seraient pas des institutions. Elles ont tendance à se cristalliser, les institutions. Mais voilà, il y a quand même un peu l'idée que les institutions, on peut instituer. On peut construire des institutions, favoriser des remises en question, va engendrer des bifurcations biographiques. Je vais vous donner juste un exemple, pour être plus clair, c'est que en janvier, j'ai sorti un nouveau livre, mais qui pour le coup est moins, comment dire, générique et théorique, mais qui est plus ethnographique, qui s'appelle La politique des tambours, donc qui est paru en janvier dernier aux éditions Cartala. C'est le produit d'un travail de terrain que j'ai réalisé pendant près de 10 ans, dans un quartier populaire de Fort-de-France, en Martinique, donc un département français, auprès de femmes, d'hommes, qui se mobilisent depuis plus de 50 ans pour essayer de préserver, de promouvoir des musiques, des chants, des danses, qui sont menacées par l'entreprise d'assimilation culturelle engagée par la France. Ces fameuses politiques culturelles qui entendent valoriser les grandes œuvres de l'humanité et d'abord de la France. Or, ces hommes et ces femmes se sont mobilisés. Alors, ces hommes et ces femmes, c'est qui? C'est pour la plupart, ils exercent des boulots manuels, des femmes de ménage, caissières, ouvriers et ouvrières, des dockers, des petits artisans. Des gens qui voilà, ne sont pas véritablement ceux que l'on mettait en première ligne des mobilisations culturelles quand on regarde les travaux, que ce soit historiques ou contemporains. On a plutôt en tête de gondole des enseignants, des instituteurs, des ingénieurs, des nouvelles classes moyennes. Là, ce sont des gens qui n'avaient pas beaucoup de capital culturel au sens légitime du terme, plutôt marginalisés et stigmatisés même dans la ville de Fort-de-France, avec évidemment une dimension de ségrégation, pas simplement sociale, mais aussi raciale extrêmement forte, sans parler de la colonisation. Donc, tout un ensemble de facteurs qui rendaient leur mobilisation particulièrement improbable. Et bien pourtant, ces individus plutôt au profil précaire ont construit, au sens propre comme au sens figuré, ils ont fabriqué leurs outils culturels qui leur ont permis de résister aux institutions culturelles françaises, à l'emprise d'un certain nombre d'institutions culturelles françaises, surtout de résister à la disparition d'un certain nombre de pratiques culturelles qui étaient héritées de l'ancienne société esclavagiste, les musiques qu'ils aiment qualifier de négro-martiniquaises, le belay, le damier, le calenda, bon, tout un tas de traditions qui sont très peu connues en métropole. Par exemple, le damier, ça ressemble un petit peu à la capoeira. Bon, en France, tout le monde connaît la capoeira et on ne connaît pas le damier. Pourtant, c'est les mêmes origines, c'est une pratique qui est extrêmement comparable entre le sport, la danse et une pratique tout simplement communautaire, voire religieuse, en tout cas fondée sur des superstitions, mais qui est totalement inconnue. Eh bien, eux, ils ont redonné au goût du jour dans ce tout petit quartier. Alors, ils n'étaient pas seuls, etc. Il y a eu d'autres qui ont eu aussi ces initiatives. Mais ce que ça montre, c'est qu'il y a une certaine capacité des pratiques culturelles, de la musique ici, de la danse, du chant,
du déguisement du carnaval, parce qu'il y a des pratiques aussi qui sont mises en scène pendant les carnavals, le bricolage aussi, le simple coup de main, toutes ces pratiques culturelles, ce ne sont pas les pratiques culturelles qu'on trouve dans les musées, ce sont les pratiques culturelles qui ont été quasiment auto-construites, hein, auto-organisées, et qui favorisent un retour sur l'identité, qui on est, sur la manière dont on appréhende son parcours, sa place dans une société, la connaissance de son pays, de son histoire, la façon de se définir, de ressentir, de donner sens à son environnement. Et moi, je le ressentis moi-même parce que je faisais une observation participante, hein, donc j'étais partie prenante, tout en restant très étranger, hein, à la condition sociale de ces militants. Mais j'ai pu faire cette expérience à travers la construction d'un tambour, à travers la participation au carnaval, à travers des conversations où j'ai appris énormément de choses. Bon, d'autres travaux l'ont montré, hein, lire des textes littéraires, regarder des séries télé, dessiner, sculpter, peindre, permet de s'essayer à des rôles, de puiser des modèles d'action, d'élaborer des identités. Dans ce quartier de Fort-de-France, donc, qui s'appelle Beaucanal, dont les habitants furent longtemps méprisés et stigmatisés, c'est la danse, c'est la musique, c'est la fabrication d'un tambour traditionnel qui ont été réinvestis pour changer des catégories de perception du monde, pour changer leur catégorie de perception du monde et pour changer la catégorie de perception du monde des autres aussi, de ceux qui les regardaient comme des pestiférés, qui les voyaient comme des vieux nègres de la campagne ou de la ville. Bon, ben, cette mobilisation, sur le long terme, hein, les pionniers maintenant, aujourd'hui, certains sont morts, aujourd'hui, ceux qui sont encore vivants ont 70, 80 ans, mais il y a une relève qui a été prise de la part d'un certain nombre de jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont les héritiers de ces mobilisations et voient d'un autre œil des pratiques qui étaient extrêmement stigmatisées et d'une certaine manière se réconcilient, on peut dire les choses aussi comme ça, avec leur identité de Noirs et de Martiniquais. Voilà. Et donc, il y a une forme de conscientisation qui s'est opérée grâce à ces pratiques culturelles. Alors justement, on a plusieurs questions sur le live, donc du coup, je vais vous les poser. On a Mathilde qui vous demande en réaction à ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez qu'une simple refonte de nos institutions culturelles servirait à rendre la culture plus accessible? Alors, je vais être embêtant, je vais dire, qu'est-ce qu'on appelle les institutions culturelles? Donc, le ministère, bon, a-t-on besoin d'un ministère de la culture? Ça, c'est particulièrement provoquant actuellement, hein, mais il y a d'autres modèles. Je pense, voilà, les modèles où des fondations peuvent avoir un rôle assez important et peut-être nourrir au plus près les mobilisations locales. Ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, les dispositifs qui sont mis en place peine parfois à accompagner de façon, comment dire, adaptée des initiatives culturelles, hein. Et quand je dis peine à les accompagner, c'est à la fois symboliquement parce qu'il y a toujours une forme de défiance vis-à-vis des pratiques ordinaires, sans même parler des pratiques qui seraient qualifiées de communautaires, hein, toujours soupçonnées de séparatisme, hein, pour reprendre les mots à la mode. Donc, de ce point de vue-là, voilà, symboliquement, au moins sur le plan symbolique, c'est compliqué. Puis après, sur le plan plus bureaucratique, bon, les logiques d'appel à projet, les logiques technocratiques, où pour obtenir un financement, il faut souvent avoir un bac plus 5 pour pouvoir s'en sortir, ne sont pas non plus adaptés à des mobilisations particulièrement ordinaires. Voilà, donc il y a différents niveaux, hein, je dirais, de blocage, mais il me semble assez évident que dans notre pays, en tout cas, bon, je ne dis pas que forcément ailleurs c'est mieux, mais on a un peu du mal à laisser respirer des initiatives culturelles. Je vis dans une ville qui s'appelle Toulouse. Eh bien, bon, vous avez actuellement plusieurs lieux culturels qui ont été fermés, pas pour des raisons, enfin en tout cas pas seulement pour les raisons que l'on connaît de la crise sanitaire actuelle, mais parce que d'une certaine manière, ils ne convenaient pas aux orientations ou à la manière dont on se représente la culture dans cette ville. Je pense notamment à une friche culturelle qui s'appelle Mixart Miris, qui existe depuis plus de 25 ans, où voilà, se sont rassemblés des artistes et des productions culturelles qui étaient en mode, je dirais, auto-organisé,
autogérés. Et ça, c'est des modes de faire, des modes de fonctionnement qui dérangent encore apparemment. Voilà. Donc, voilà, il reste à inventer des dispositifs qui soient un petit peu plus à l'écoute des différentes formes de diversité culturelle. Et je ne vous parle même pas de ce qui peut se passer dans les quartiers les plus ségrégés de nos grandes villes. Alors, on a une deuxième question, toujours un petit peu en lien avec ce qui vient d'être dit. Toujours Mathilde. Elle vous demande ce que vous pensez des dernières affaires dans les musées qui concernent les populations stigmatisées par la culture. Par exemple, les élèves des classes populaires qui se sont disputés dans un musée en 2017 parce qu'ils ne respectaient pas la règle du silence dans le musée. Je ne connaissais pas cette affaire-là, à vrai dire, hein. Mais il est vrai aussi qu'il y a une forme de régime esthétique qui s'est imposé au tournant du 19e siècle. Hein. Vous avez un historien, Lévin, qui, dans un ouvrage qui a été traduit en français aux éditions La Découverte, Culture d'en haut, culture d'en bas, montre précisément justement ce basculement. Lui, il étudie les théâtres à New York, hein, où il décrit notamment des théâtres extrêmement populaires où on y joue du Shakespeare, où la population au sens large new-yorkaise vient dans ces théâtres avec ses chapeaux, mange, parle, et même parfois corrige les comédiens sur scène, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, Shakespeare était extrêmement populaire, il n'était absolument pas considéré comme un auteur on va dire élitiste, ou en tout cas qui serait dissocié de la vie ordinaire. Hein. Donc, d'après ce que nous dit Lévin, la population new-yorkaise de l'époque connaissait son Shakespeare par cœur. Et puis, se produit un basculement où progressivement, on essaye un petit peu de mettre à distance des populations dont on estime ne pas avoir leur place dans ces lieux qui deviennent de plus en plus sacralisés. Donc on va interdire les chapeaux, on va interdire de manger, on va interdire de parler, on va interdire d'applaudir, en tout cas pas à n'importe quel moment. Et puis surtout, on va interdire d'aller corriger les comédiens sur place. Donc, où de plus en plus, les lieux culturels deviennent des lieux de sacralisation, pour le meilleur comme pour le pire. Hein. On peut considérer d'ailleurs, hein, on peut tout à fait d'ailleurs trouver tout à fait malséant et dérangeant quelqu'un qui mange ses chips pendant qu'on est en train de regarder un film au cinéma. Hein. La question n'est pas ici un jugement de valeur, en tout cas, mais bien comprendre en tout cas qu'il y a des règles, il y a des régimes esthétiques qui mettent à distance certaines populations au profit d'autres, hein, et qu'on est dans des logiques extrêmement symboliques. Donc, bon, faut relire son Bourdieu et les processus de distinction sociale qui sont particulièrement à l'œuvre dans un certain nombre de lieux culturels qui n'ont pas besoin d'avoir des tarifs extrêmement élevés pour laisser, comment dire, pour qu'un certain nombre de publics ne se sentent pas à leur place dans ces lieux-là parce qu'ils ne connaissent pas les codes et qui sont parfois tout simplement des codes comportementaux. Donc, je ne sais pas ce que je peux répondre à cette question, si ce n'est que c'est assez classique, hein, malheureusement, hein, mais que ça participe aussi du régime esthétique de l'art, d'une mise à distance. Hein. Bon, il y a des pages très intéressantes de Pierre Bourdieu dans la distinction, dans une annexe où il discute justement la thèse de Kant, hein, l'approche philosophique de l'art de Kant qui consiste à définir l'art justement dans cette capacité de mettre à distance. Hein. L'art, c'est être capable de représenter des choses que l'on ne va pas désirer, donc sur lesquelles on va avoir davantage une réflexion intellectuelle plutôt que charnelle. Et ça produit aussi cette mise à distance qu'on peut retrouver dans les musées, dans les théâtres, etc. Il faut avoir cette distance pour pouvoir réfléchir. En tout cas, c'est ce régime esthétique, il est au fondement, je dirais, de la politique culturelle et même du régime artistique. Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail, notamment sur Beaucanal, dans le livre Les tambours de Beaucanal, c'est que précisément, on peut avoir un processus de distanciation et de réflexion dans le faire, dans un rapport charnel. Les personnes que j'ai observées et ma propre expérience, que j'ai aussi eu dans d'autres lieux, dans d'autres recherches, par exemple dans le cadre du défilé de la Biennale de la danse ou dans le carnaval de Notting Hill, c'est que c'est en fabriquant un costume, c'est en discutant avec les autres, c'est dans l'effervescence des corps et parfois dans une forme
d'hypersensibilité et de perte un petit peu de ce recul, tant prisé par une forme d'intellectualisme, que bien j'ai nourri d'une certaine manière une réflexion sur moi-même et où j'ai pu observer à travers des entretiens que les personnes qui y participaient nourrissaient une réflexion sur soi-même. Voilà. Mais voilà, donc après, bon, la sociologie peut faire tout un ensemble, je dirais, d'expériences et d'enquêtes, et le but n'est pas, je dirais, d'opposer les expériences ou encore moins de les hiérarchiser. C'est simplement qu'il y a une diversité d'accessibilité, si je puis dire, à l'expérience esthétique, hein, et qui ne se résume pas, encore une fois, à la seule expérience institutionnelle telle qu'elle est valorisée dans les régimes esthétiques, on va dire occidentaux, en tout cas depuis la fin du 19e siècle au moins. Voilà. Un peu long mes réponses, je suis désolé. Hein, mais... Mais justement, vous pouvez, comme ça, on comprend bien les tenants et les aboutissants, et justement, c'est bien d'aller au fond des choses, quoi. Bah, justement, il y a une question un petit peu philosophique qui est un petit peu en lien avec ce que vous dites. Donc, vous dites que la culture peut faire nourrir une réflexion sur soi-même. Et on a Stéphane qui nous dit que finalement, la culture, est-ce que ce ne serait pas une forme de liberté aussi, ou un accomplissement dans ces libertés individuelles? J'allais dire, la culture, c'est ce que vous en faites. Hein. Donc, voilà, ça, c'est ce qui... Encore une fois, moi, le mot culture, on peut le décliner de différentes manières. Hein. Donc, en tout cas, il y a une capacité d'appropriation qui est indéniable de la culture. Hein. Si la culture est un vêtement, ben chacun peut choisir, entre guillemets, le style de vêtement qu'il veut revêtir le matin en partant de chez soi ou pour se mettre en scène face aux autres. Si la culture c'est une musique, si la culture c'est un spectacle, si la culture c'est une langue, tout ça participe de notre construction identitaire. Après, il faut bien entendu ne pas non plus se leurrer sur nos capacités de choix. On a des choix qui sont en grande partie, bon, encore une fois, les travaux sociologiques l'ont amplement démontré depuis Pierre Bourdieu, sont amplement encadrés par des logiques sociales, hein, des logiques de classe sociale. On a la culture de sa classe sociale, on a une culture de classe sociale, et auquel il faudrait aussi, je dirais, comment dire, associer eh bien, notre identité de genre. Hein. On a une culture de garçons, de filles, par exemple. Notre identité est raciale ou ethnique, en tout cas de racisé ou d'ethnicisé. On a les habitants de Beaucanal à Fort-de-France n'étaient pas du même milieu social que le mien. Moi, j'étais d'ailleurs stigmatisé comme étant un intellectuel, stigmatisé aussi comme étant un métropolitain, comme un blanc. C'était une manière de me mettre à distance, mais c'était aussi une façon aussi de me rappeler que ben, leur expérience n'était pas la mienne, et la mienne n'était pas la leur. Et c'est indéniable. Et donc mes pratiques culturelles, par exemple, n'étaient pas forcément les mêmes que les leurs, même si voilà, il y a des croisements qui peuvent s'opérer, et bien heureusement que nous parlons aussi des langues quelles qu'elles soient, hein, je ne parle pas du créole ou du français, mais des langues musicales, des langues gestuelles, des symboles, etc., qui peuvent se rencontrer. Hein, par-delà les continents, les classes sociales, les genres, les couleurs de peau, etc. Mais nous sommes quand même le produit d'un environnement. Donc les choix sont toujours des choix plus ou moins contraints, mais il n'en demeure pas moins que la culture peut nous emmener dans des univers que l'on ne connaît pas. C'est le rôle d'un artiste ou de l'art. Hein. Je pense que ce qu'on apprécie dans l'art, c'est de nous faire découvrir des possibilités auxquelles on n'avait pas forcément pensé, qui ne sont pas forcément offertes dans le monde réel. L'imaginaire hein, des artistes et de l'art, d'un écrivain, d'un cinéaste, d'un peintre, d'un conteur, etc., c'est aussi cette capacité à nous faire voir des choses que l'on ne voit pas par nous-mêmes, de nous faire réfléchir sur des choses auxquelles on n'avait pas forcément de réflexion, de pouvoir expérimenter des situations auxquelles on n'avait pas accès, etc., etc. Et parfois de revêtir des identités qui ne sont pas les nôtres, de façon plus ou moins provisoire, mais c'est toujours une expérience qui peut être salvatrice. Et on réfléchit justement depuis le début de notre échange finalement à
qu'est-ce que la culture en fait? Et justement, on a une question encore dans le live, une question assez simple en apparence. Est-ce que la culture est un droit? Ah ah. Ben, je vais être pénible, hein, c'est de savoir droit à quoi. C'est toujours la même. Alors, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1848, il y a deux droits que l'on peut rapporter à la culture. Il y a le droit à la culture avec un grand C, on va dire, hein, le droit à pouvoir jouir d'un certain nombre d'œuvres consacrées, hein, ces fameuses grandes œuvres de l'humanité dont parle Malraux. La mission du ministère des Affaires culturelles s'est construite en grande partie sur ce droit-là. Et la grande ambition de ce ministère depuis Malraux, c'est de pouvoir faire accéder le plus grand nombre de Français, quelles que soient les conditions sociales, à ces grandes œuvres culturelles. Donc que tous les Français puissent avoir la possibilité d'aller au musée, d'aller à l'opéra, d'aller partager d'un certain nombre d'œuvres culturelles. Alors, encore une fois, voilà, on sait bien, je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans cette définition, dans l'idée d'accession à la culture, il y a déjà l'idée qu'il y a une culture avec un grand C. Donc, qui l'a définie, celle-ci? Les grandes œuvres de l'humanité, d'abord de la France. Donc, sous-entendu, la culture, c'est ce qu'il y a dans les musées, mais ce n'est pas ce qu'il y a à côté de chez vous. Par exemple, Malraux considérait qu'il n'avait rien à voir avec l'éducation populaire, les mouvements d'éducation populaire. À commencer par exemple par les groupes folkloriques, qu'ils soient occitans ou qu'ils soient antillais. Donc d'où la marginalisation, par exemple, d'un certain nombre de cultures populaires. Donc quand on dit qu'on va accéder à la culture, on accède à quelque chose qui n'est pas la culture ordinaire. Alors, il y a un double mouvement, hein. Il y a un mouvement, et là on revient à Kant et à Bourdieu et à ce débat-là, il y a un mouvement aussi qui consiste à dire, bah, on va vous sortir de votre condition, on va vous faire prendre du recul, et le but d'un ministère, c'est plutôt de vous faire voir des choses que vous ne connaissez pas, donc ce qui peut plutôt être intéressant comme ambition. Mais il y a aussi un mouvement aussi de distinction sociale, c'est-à-dire qui a été de distinction et de séparation même. Hein. Cette culture, bon, certains l'ont critiqué comme étant une culture bourgeoise, par exemple, ou aujourd'hui, par exemple, on va dire que c'est plutôt une culture européenne, européo-centrée, occidentale, etc. Et il est clair en tout cas que la culture qui est valorisée, en tout cas, met à distance des cultures populaires ordinaires, la culture du quotidien. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi. Hein. Pourquoi le tambour belay, le tambour goka ou la ronde occitane serait moins intéressant et devrait bénéficier de moins d'attention, que ce soit symbolique ou économique, que les tableaux de Lenain ou la musique de Mozart. Bon, voilà. Bon, ça, c'est une question. Hein, encore une fois, voilà. Alors, pour répondre à cette question, il y a une autre dimension des liens entre droits de l'homme et culture qui a été, comment dire, initié par la Déclaration des droits de l'homme de 1848, mais qui s'est surtout développé à partir de 2001 avec la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO, c'est la notion de droit culturel. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous est familière. Bon, on en a beaucoup parlé parce que récemment, la loi NOTRe, hein, la loi qui porte sur la nouvelle organisation territoriale de la République, et puis la loi LCAP, donc la loi NOTRe c'est 2015, la loi LCAP c'est 2016. Donc la loi LCAP c'est sur la liberté de la création, de l'architecture et du patrimoine. Ces deux lois ont inscrit la notion de droit culturel. Bon. Alors, après, elles ont juste dit ça, elles disent en référence à la déclaration de l'UNESCO de 2001, mais on ne sait pas trop exactement quelle est la mise en œuvre, hein, ce qui est une responsabilité de l'État et des collectivités territoriales pour reconnaître les droits culturels des populations. Qu'est-ce que c'est les droits culturels? Les droits culturels, ça désigne des droits, des libertés d'une personne, seule ou en groupe, de choisir et d'exprimer son identité et d'accéder à des références culturelles qui sont envisagées comme des ressources qui sont nécessaires à ce processus d'identification. C'est une notion qui a été particulièrement approfondie et développée par le groupe de Fribourg en 2007,
donc la déclaration de Fribourg, hein, qui vient en quelque sorte détailler un petit peu plus cette notion de droit culturel. Donc les droits culturels sont particulièrement liés à la notion de droit de l'homme. Et ici, la culture n'est pas définie comme quelque chose, je dirais, de particulièrement normatif, hein, et qui relèverait, encore une fois, d'une dimension consacrée de la culture, mais c'est plutôt une définition, on va dire, extrêmement large, quasi anthropologique. Hein, mais le plus intéressant ici, c'est qu'il y a l'idée que les droits culturels ne viennent pas s'ajouter aux autres droits, mais sont la base des autres, de tous les autres droits. C'est donc le contraire de ce que l'on pense habituellement. Ça résonnera peut-être avec des débats d'actualité. Est-ce que la culture est essentielle? Non, ici, la culture, ce n'est pas ce qui vient après, une fois qu'on a un logement, une fois qu'on a mangé, une fois qu'on a du travail. Et puis après, tant mieux si on a un petit peu d'argent pour aller au cinéma ou au théâtre, hein, ou acheter un livre. Non, les droits culturels, c'est le droit de chacun de participer à la vie culturelle de son choix. Et donc, ça participe directement des droits de l'homme. Si on considère que les droits de l'homme sont une capacité, pouvoir se nourrir, pouvoir travailler, pouvoir se loger, les droits culturels sont la capacité des capacités. Et donc là, on a une réponse claire à la question du caractère essentiel ou non de la culture. Mais ça suppose ici de reconnaître la pluralité des cultures et des universels, et surtout de ne pas limiter la culture aux œuvres consacrées et de pas non plus réduire la culture à des objets marchands. Donc oui, la culture est un droit, mais encore une fois, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle la culture. Voilà, et à quel droit on a droit. Alors c'est super parce que notre live fait beaucoup réagir, donc on a encore une question sur le live que je vais vous poser. C'est Valentine qui vous salue et qui vous dit, vous mentionnez la politique culturelle de Malraux, on oppose souvent ce dernier à Jack Lang. Que pensez-vous de cette opposition et plus généralement, que pensez-vous des politiques culturelles menées par Jack Lang? Moi, je n'ai pas forcément d'avis à donner sur les politiques, que ce soit des politiques publiques ou que ce soit des hommes ou des femmes politiques. Bon, il y a une opposition effectivement assez classique, hein, entre Malraux et Lang. Je pense qu'elle est juste, en tout cas, elle est documentée, même s'il ne faut pas l'exagérer. Alors, cette opposition, c'est quoi? C'est d'un côté, on dira que Malraux, c'était la démocratisation de la culture, donc cette fameuse ambition qui consiste à faire venir la culture à ceux qui ne l'ont pas. On part du principe qu'il y a des gens qui n'ont pas de culture, hein, ce qui est toujours plus ou moins problématique. Si on n'a pas de culture, finalement, on n'est pas vraiment un être humain. Donc, voilà. Donc encore une fois, faire venir, en gros les tableaux, la musique de Mozart, je caricature un petit peu à loisir, hein, en tout cas, voilà, les grandes œuvres de l'humanité. Donc ça, c'est l'approche de Malraux, et il a créé des maisons de la culture pour favoriser, je dirais, cette diffusion, cette transmission culturelle, hein, transmission d'ailleurs qui, au passage, il envisageait d'une façon quelque peu magique, hein, puisque pour lui, il y avait un choc culturel qui devait s'opérer entre un individu, si vous voulez, et une œuvre, hein, c'est la rencontre d'un individu et une œuvre, un peu comme quand on rentre dans une église et qu'on est, comment dire, ravi touché par la grâce des lieux et de la religion. Bon, ben, c'est un peu ce qui devait se passer dans les maisons de la culture, d'ailleurs, qui comparait à des cathédrales. Hein. Bon, ça, c'est plutôt la vision de Malraux. Et si on veut un petit peu, l'opposer radicalement à l'approche qui a été développée par Jack Lang, c'est ce qu'on va appeler la démocratie culturelle, qui est un petit peu proche des droits culturels, si vous voulez. C'est la reconnaissance, on va dire, d'une pluralité culturelle, d'une culture au pluriel, pour parler comme Michel de Certeau, le titre d'un de ses livres. Et donc, Jack Lang a ouvert en quelque sorte la focale, en même temps que les vannes, hein, des subventions, à des propositions culturelles, à des expressions culturelles qui n'étaient pas forcément, qui étaient plutôt marginalisées par le ministère des Affaires culturelles. Par exemple,
les danses et les cultures qui étaient autrefois qualifiées de folkloriques. Hein. Par exemple, les danses occitanes dans la région où j'habite, qui peuvent être financées par le ministère de la Culture. Le mouvement hip-hop, hein, qui a été accompagné au point qu'aujourd'hui, vous avez d'anciens chorégraphes qui enfin, dans ces chorégraphes, d'anciens danseurs qui ont appris leur discipline dans la rue ou en regardant Sydney à la télévision au début des années 80, qui sont aujourd'hui à la tête de centres chorégraphiques nationaux. Et on sait que le hip-hop s'est largement diffusé dans la danse contemporaine. Il avait nommé aussi un monsieur rock, hein, c'est aussi le soutien aux musiques actuelles, etc. Donc ces cultures minorisées sont devenues des cultures reconnues, hein, par le ministère de la Culture. Alors, quand je dis qu'il ne faut pas non plus exagérer, c'est que néanmoins, il y a toujours une césure qui s'opère entre la culture et le socioculturel, hein, entre la culture comme fait en soi et la culture qui servirait à faire du social. Alors, même si elle peut s'estomper avec des partenariats dans le cadre de la politique de la ville, où on voit des artistes dans le domaine du théâtre ou dans le domaine de la danse ou des arts plastiques qui vont monter des projets, hein, comme on dit aujourd'hui, avec des travailleurs sociaux, avec des habitants des quartiers, par exemple, politiques de la ville. Néanmoins, il y a d'un côté une culture quand même qui se doit de respecter un certain nombre de règles, un certain nombre de normes esthétiques, un goût et des codes. C'est ce que j'ai appelé un processus d'esthétisation des cultures populaires. Ça, c'est un travail que j'avais fait en comparant le carnaval de Notting Hill, que vous connaissez bien à Londres, qui a été créé, construit par, par les populations antillaises, afro-caribéennes, et plus particulièrement originaires de Sainte-Lucie, et puis plus tard de la Jamaïque, pour lutter et pour protester contre le racisme dont elles faisaient l'objet. Et donc montrer qu'elles étaient, elles étaient dignes finalement d'être appréciées, reconnues, etc. Donc voilà, défiler dans les rues comme une manifestation en reproduisant un certain nombre de traditions de leurs îles d'origine, que ce soit des costumes, de la musique, les sound systems, etc. Et puis j'avais comparé ça avec le défilé de la Biennale de la danse de Lyon, que vous connaissez peut-être, qui a lieu tous les 2 ans depuis 1996, et qui a été inventé par un ancien journaliste qui a été nommé à la tête de la Maison de la danse de Lyon au début des années 80, qui organisait une Biennale de la danse depuis une dizaine d'années, puis qui, une fois, lors de son voyage à Rio pour rencontrer des danseurs et des chorégraphes et les programmer dans le cadre de sa biennale qui était consacrée cette année-là au Brésil, je crois, a eu une révélation en visitant les écoles de samba. Et en voyant cette culture, je dirais, cette danse dans la rue par des gens ordinaires, des amateurs, etc., et qui, chaque année, préparaient un immense carnaval qui rassemblait le monde entier. Il s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça à Lyon ? Et il a profité d'un dispositif qui s'appelait les projets culturels de quartier, à la fin des années 90, pour faire des montages entre, d'un côté, des chorégraphes patentés, professionnels, etc., des travailleurs sociaux, et puis des habitants et parfois des amateurs, et notamment en particulier capitaliser sur le mouvement hip-hop. Donc vous avez ici 2 histoires où on voit des énergies locales de la part d'amateurs qui n'ont pas forcément eu beaucoup de soutien à l'origine pour développer qui les sound systems, qui le carnaval, qui la danse hip-hop, mais qui progressivement vont être appelés à, on va dire, on pourrait presque dire, enrôler dans des politiques urbaines et dans des politiques culturelles à l'échelle de la ville. Le carnaval de Notting Hill, petit à petit, alors je passe sur l'histoire, c'est très long, hein, l'histoire du carnaval de Notting Hill, c'est depuis la fin des années 50, mais après avoir été stigmatisé, criminalisé, poursuivi par notamment les conservateurs et Margaret Thatcher, a été peu à peu pris en main par le Grand Londres, hein, notamment à la faveur de l'élection de Ken Livingstone, hein, donc un maire travailliste et plutôt controversé, en tout cas qualifié d'extrême gauche par y compris certains travaillistes, mais qui avait une vision très multiculturelle, mais aussi très entrepreneuriale. Et il a mis au service de la ville l'image du carnaval, à la fois pour mettre en scène une ville multiculturelle, réconciliée, favoriser une forme de diversité culturelle,
bien comprise, hein, conciliée avec une politique de cohésion sociale. Et puis, il va aussi encourager les Afro-Caribéens à développer leur communauté, mais en se débrouillant un petit peu par eux-mêmes. Une logique d'empowerment néolibéral consiste à monter votre entreprise culturelle et puis on vous aidera et on pourra vous célébrer, vous faire du marketing, etc. Et le processus, même s'il est assez différent en France, ben, il est néanmoins comparable parce que le processus du défilé de la biennale de la danse, ça a été progressivement de faire rentrer le hip-hop, de faire sortir le hip-hop de la rue pour le mettre sur des scènes, d'abord la scène une scène qui est la rue de la République à Lyon, consiste à mettre en scène justement ces énergies de ces quartiers populaires hein, devant des milliers et des milliers de spectateurs. C'est un immense succès. Moi, je vous conseille tous d'aller voir le défilé de la biennale de la danse, même si cette année, avec ce qui se passe, c'est un petit peu compromis. Mais c'est une superbe expérience. Moi, j'ai participé aussi en tant que danseur en faisant une observation. Là aussi, quand je dis que l'art, ça peut changer la vie et que ça peut changer des trajectoires identitaires, voilà, moi je l'ai vécu à mon niveau et j'ai vu des quantités de gens de toutes conditions le vivre tout autant que moi. Mais là, ça suppose aussi de rentrer sous les fourches codines d'un certain nombre de critères esthétiques. Hein. Par exemple, pour en donner qu'un seul, hein, du côté de Londres, le carnaval de Notting Hill, on a sommé les DJ, les propriétaires de sound system de ne pas dépasser un certain niveau sonore, notamment, dit-on, pour des raisons sanitaires, mais et aussi pour préserver une certaine ambiance dont seuls les représentants du Grand Londres ont le secret, mais en contradiction avec ces DJ qui disent que bah, voilà, plus les basses sont fortes et lourdes, et ben, plus on peut rentrer dans la transe et plus on peut finalement être black, comme pour reprendre leur expression, être noir, pouvoir finalement se réconcilier avec sa propre identité. Donc là, il y a un conflit d'esthétique, par exemple. Et de la même manière, le défilé de la biennale de la danse oblige, c'est le seul défilé dansé au monde, donc ce n'est pas simplement un défilé, il y a une obligation de danser tout au long du parcours, et donc ça oblige à transformer des chorégraphies en même temps que je dirais le partenariat avec des danseurs de danse contemporaine et des danseurs hip-hop contribue à modifier cette danse pour la rendre compatible avec la scène. Voilà. Donc c'est ça ce que j'appelle un processus d'esthétisation. Et donc pour revenir à la question sur l'opposition de Malraux et Lang, eh bien certes, il y a une politique de Lang qui est plus à l'écoute des expressions culturelles et d'une forme de diversité culturelle, mais néanmoins, il y a toujours des gardiens de la culture noble, de la culture légitime, de la culture avec un grand C, puisqu'il s'agit quand même de ne pas faire n'importe quoi. Il s'agit d'être comment dire, compatible avec ce fameux régime esthétique dont on parlait tout à l'heure. Hein. Il y avait un des internautes qui posait la question de savoir pourquoi des jeunes dans un musée avaient été repris parce qu'ils se comportaient mal, etc. Ben là, c'est la même manière. Vous avez d'un côté le hip-hop, sans rentrer dans une forme de populisme ou même de romantisme, mais qui est plutôt fondé sur une logique un petit peu de communauté, de bande, de jeunes ou de moins jeunes, mais qui partagent les mêmes repères, ne serait-ce que urbains. Et puis là, on va les projeter dans des lieux qui sont beaucoup plus, comment dire, anonymes et devant des spectateurs qui, eux, sont totalement étrangers à cette culture-là, mais dans lequel on va leur mettre en scène une histoire, mais en même temps, et c'est toujours le paradoxe, où ça va permettre à ces danseurs, peut-être, d'accéder à des univers qu'ils ne connaissaient pas, le milieu de la danse contemporaine, des hybridations, par exemple, avec le monde du cirque, du théâtre, des arts plastiques, etc. etc. Donc c'est toujours voilà, une espèce de balance entre les deux, mais qui fait tout l'intérêt d'étudier ces mouvements-là et ces dispositifs. Je profite de cette question du coup pour faire un bond dans le présent et vous demander, vous parliez des politiques culturelles à l'échelle de la ville. Alors est-ce que vous pouvez rappeler déjà qu'est-ce qu'on entend par politique culturelle et puis nous expliquer peut-être quels sont les buts poursuivis par les politiques culturelles aujourd'hui? Bon, politique culturelle, je pense qu'on en a pas mal parlé. Enfin, je ne sais pas si vous voulez que je refasse un petit historique, je ne sais pas.
Non, essentiellement par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur la distinction entre l'agir culturel, l'action culturelle, peut-être faire un petit rappel par rapport à ça, pour que ceux qui nous rejoignent saisissent bien toutes les nuances dans la question. D'accord. Euh, alors, bon, les politiques culturelles, encore une fois, moi, je ne suis pas historien hein, du tout, mais j'ai toujours une sensibilité historique, et puis je pense que c'est toujours important d'essayer de comprendre le présent à travers l'histoire. Il y a toujours des sentiers de dépendance, comme disent les spécialistes des politiques publiques, qui contraignent en quelque sorte les choix présents. Donc, dans l'ouvrage Agir par la culture, il y a pas mal d'éléments historiques hein, que j'ai empruntés à différents historiens et qui visent à relier différentes histoires qui sont généralement étudiées de façon séparée. L'histoire de ce qu'on appelle les politiques culturelles, mais qui sont en fait les politiques de soutien à l'art, hein, au patrimoine, à la création, et qui, pour moi, ne correspondent pas forcément, en tout cas, ce n'est pas ma définition des politiques culturelles. Moi, j'aurais d'ailleurs plutôt tendance à parler de politique de la culture, voilà, pour bien marquer la distinction. Et donc, pour comprendre les politiques de la culture, il faut aussi s'intéresser à l'histoire, par exemple, des politiques sportives, l'histoire des politiques éducatives, l'histoire des mouvements d'éducation populaire, l'histoire des traditions populaires, l'histoire des pratiques culturelles tout court. Voilà. Donc, c'est au croisement de ces différentes histoires que se noue l'histoire de ce que j'appelle l'agir culturel, autrement dit de la mobilisation de la culture à des fins de transformation sociale. Donc c'est une histoire qui se débat en permanence avec la volonté des pouvoirs publics de réguler, de cadrer, de canaliser, d'enrôler les expressions culturelles, quelles qu'elles soient, avec des objectifs qui peuvent être très différents selon le contexte historique et les périodes du moment. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais on peut distinguer grossièrement trois grands moments. Il y a une première période qui irait de la Révolution française, hein, puisque j'ai dit au début que voilà, c'était généralement un marqueur important d'une forme de politisation de la culture, enfin, d'usage de la culture à des fins de transformation sociale. Donc de la Révolution française à la Première Guerre mondiale, c'est la période où on voit émerger les premiers mouvements d'éducation populaire, les premières lois scolaires, en 1880-82. C'est une époque qui est marquée par la rivalité avec l'Église catholique, et puis par un moment charnière qui est l'affaire Dreyfus. Puis il y a une deuxième période qui va s'ouvrir à la fin de la Première Guerre mondiale et la montée des fascismes. C'est un moment où la culture, les arts, les sports, les loisirs vont faire l'objet d'une attention croissante de la part des pouvoirs publics, avec en particulier donc en France la période du Front populaire à partir de 1936 jusqu'en 1938. Et là, c'est une première mise en administration du sport et des arts qui sera détournée, mais qui sera aussi prolongée et approfondie par le régime de Vichy. Et puis, il y a une troisième période, enfin, c'est celle qu'on pourrait qualifier d'étatisation de la culture et du sport. C'est la création du Haut Commissariat à la jeunesse et au sport en 1958, puis du ministère des Affaires culturelles en 1959. Donc là, l'époque, c'est l'époque de la guerre froide, de la décolonisation, de la guerre d'Algérie. Le contexte est important, encore une fois, hein, parce que c'est une époque où voilà, on demande à un homme providentiel, le général de Gaulle, de redonner à la France son statut de grande puissance. Et l'art, le sport sont censés jouer un rôle important. Hein. Et la Ve République, cette nouvelle constitution qui donne un pouvoir important à l'exécutif, va donner à Maurice Herzog et à André Malraux les moyens humains, législatifs, budgétaires pour réguler, hein, pour régenter le sport et les arts. Alors, vous m'avez posé la question maintenant, aujourd'hui, hein, de savoir, c'est bien ça votre question, hein, Exactement. ouais. Bon, c'est une question, c'est un peu difficile de répondre. Parce que, bon, il était certainement facile, alors c'est aussi parce qu'on a du recul, hein, d'identifier, puis il y a des historiens qui sont passés par là, les objectifs d'André Malraux, de Jacques Duhamel, de Jacques Lang, ou même encore de Catherine Trottmann, hein, par exemple, qui on associe la notion d'exception culturelle, par exemple. Aujourd'hui, c'est devenu un peu difficile de cerner les objectifs de la politique culturelle française. Hein, en tout cas, de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans. Alors,
Bon, d'abord parce que la culture ne semble pas vraiment la priorité des gouvernements qui se sont succédés depuis. Hein, pour en discuter, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de fait particulièrement marquant. D'abord aussi, enfin, on suit parce qu'il y a eu la décentralisation, il y a eu une compétition territoriale qui s'est développée à la faveur aussi de la globalisation, qui a contribué à faire des villes, plus largement des métropoles, des régions, les principaux stratèges des politiques culturelles. L'État reste l'acteur principal sur le plan financier, mais maintenant, les villes les territoires essaient de se distinguer sur le plan symbolique. Hein, on en revient à cette notion de ville créative. Donc, ça démultiplie les possibilités. Hein, c'est difficile de voir une cohérence. Et puis, bon, on pourrait donner un autre facteur, je ne sais pas, c'est le fait qu'aujourd'hui, la politique culturelle, elle se joue peut-être davantage chez Netflix, Amazon ou chez Google que rue de Valois. Donc, mis bout à bout, la conséquence un peu rapide, hein, caricaturale de ces différentes évolutions, c'est que la culture, c'est surtout devenu une variable économique ou même technologique. Donc c'est un mouvement qui a été engagé depuis bien longtemps. Hein. On pourrait remonter à Jacques Duhamel, mais surtout à Jacques Lang. Entre-temps, il y a eu des dispositions qui visent à faire de la culture une exception dans les traités internationaux, hein, notamment avec les négociations donc, de Madame Trottmann avec l'Organisation mondiale du commerce. Il y a un poids croissant de l'emploi culturel, c'est près de 700 000 personnes quand même hein, qui vivent, entre guillemets, enfin, pas en guillemets, qui vivent de la culture, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, en creux, hein, le désastre que ça peut produire, l'épidémie du Covid vis-à-vis des professionnels de la culture. Bon, bref, et puis bon, la concurrence accrue que se livrent les territoires, tout ça a achevé de réduire la culture donc comprise ici comme une œuvre, un objet, un événement, à des enjeux économiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, le ministère de la Culture s'était associé au ministère de l'Économie pour produire pour la première fois un rapport qui visait à évaluer le poids économique de la culture en France. Et ce rapport avait abouti à un chiffre, hein, c'était l'idée que les activités culturelles contribuaient à plus de 3%, je crois que c'était 3,2% ou 3,3% du PIB français. Et ça a été beaucoup dit, hein, 3,2% du PIB français, c'est 7 fois la valeur ajoutée de l'industrie automobile. Et donc, évidemment, depuis, on parle beaucoup de PIB culturel. Et c'est d'ailleurs mis en avant, à juste titre, hein, sans doute, hein, par le ministère de la Culture, les professionnels du secteur, les élus, les artistes, pour faire reconnaître le poids économique de la culture. Le risque ici, hein, et si on se réfère à l'élan de Malraux ou même à celui de Lang, c'est aujourd'hui de ne plus réduire la culture qu'à une variable économique, hein, d'en faire l'alpha et l'oméga de la politique culturelle. Donc, voilà, aujourd'hui, il me semble qu'on en est là, et quand on pose encore une fois la question de savoir si la culture est essentielle ou pas, eh bien, parfois on a tendance à réduire ces phénomènes à des phénomènes économiques. Et justement, vous parliez de la Covid-19, qui pour le coup a bouleversé un petit peu tout le secteur culturel, vous le disiez. J'avais plusieurs questions à ce sujet-là. Je voulais vous demander si la Covid-19 et puis donc du coup ses conséquences en termes de fermeture des lieux culturels notamment, est-ce que ça a bouleversé notre rapport à la culture? Est-ce que les pratiques culturelles ont été transformées? Et si elles ont été transformées, est-ce que vous pensez que ce sera durable ou pas? Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous en apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et que nos pratiques culturelles ont changé. Alors, il faudrait quand même souligner une chose. Bon, encore une fois, je suis pénible, hein, mais encore une fois, assure toujours qu'on parle bien toujours de la même chose, c'est important. Ici, quand on a ce débat sur les effets du Covid sur la culture, on parle bien de la culture comme œuvre consacrée. Et d'ailleurs, on va parler de la fermeture en particulier des lieux culturels, des cinémas, des théâtres, des bibliothèques. On ne va pas parler du jardinage, par exemple. Hein, bon. Donc, de ce point de vue-là, ces fermetures-là ont modifié notre rapport à la culture. C'est indéniable, aux objets, aux spectacles culturels. Alors, il faut quand même souligner une chose. Nous ne sommes pas privés de culture.
Parce que grâce aux plateformes numériques, par exemple, on continue à accéder à des films, à des spectacles, à de la musique. On peut même commander des livres en ligne. Et puis même, si on élargit le spectre de la définition de la culture, on dispose de tout un tas d'outils numériques pour apprendre à la maison, hein, à bricoler, à jardiner, à cuisiner, ou même ici, là, par exemple, hein, à discuter. Donc, on n'est pas privé de culture à proprement parler. Alors, de quoi on est privé? C'est ça surtout qu'il faut, je pense, ce sur quoi il faut essayer de réfléchir. C'est-à-dire que là, on a bien, ça c'est le rêve de Malraux, on accède tous à la culture d'une certaine manière grâce à ces petits écrans dans lesquels nous sommes en train ces lucarnes avec lesquelles on est en train de converser. Mais c'est oublier une chose, c'est que la culture, précisément, et là on revient peut-être au droit culturel ou à une conception peut-être plus sociale à proprement parler, c'est que la culture, c'est une affaire sensible. Hein. C'est une sensibilité, l'esthétique, c'est une affaire sensible. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la culture sur écran tend à se substituer progressivement à une culture sensuelle. Hein, même si avec ces petits téléphones, on touche des icônes, etc. Mais voilà, une expérience concrète, une expérience sociale concrète. Donc, s'il y a changement, c'est un changement en termes de sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, comme je le disais avec les petits téléphones, hein, on touche beaucoup de choses aujourd'hui, on touche des écrans, etc. Mais c'est une autre sensibilité. C'est, pour parler peut-être un peu comme Michel Foucault parlait de régime de vérité, on pourrait parler de nouveau régime esthétique, un autre régime esthétique, qui se diffuse peu à peu, qui est davantage tourné sur l'intime, le domestique, le foyer, le familial, et puis qui est de plus en plus désincarné, qui nous met à distance de l'autre. On en fait l'expérience actuellement là. Récemment, il y a 2 jours, on avait une réunion, enfin une réunion non, c'était un truc aussi sur Facebook autour justement de la ville créative et des communs culturels. Bon, il y a eu tout un tas de problèmes techniques, mais il y avait des gens qui étaient présents, il y a des personnes qui étaient à Berlin ou à Madrid, etc. Bah, il est clair qu'on n'a pas vécu tous la même expérience et que bah, après la rencontre virtuelle, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu aller boire une bière ensemble, juste dans la petite cour d'à côté, et on a pu prolonger la discussion. Et je peux vous dire que la discussion, eh bien, était certainement, en tout cas, était d'un autre calibre que celle qu'on a pu avoir à distance. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que ça nous éloigne d'une pratique culturelle qui est fondée sur la proximité, sur l'effervescence des corps, des sens, tel qu'on peut l'expérimenter dans les fêtes, les concerts, le théâtre, la proximité avec son voisin dans le cinéma ou sa voisine, la visite d'un musée où, même si voilà, on n'a pas le droit de parler trop fort et qu'il faut faire attention, etc., il n'empêche que c'est une expérience collective de visiter un musée. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la Covid, on dit la Covid, ou plutôt la mise à distance physique et les confinements qui nous sont imposés, accélère une forme de changement anthropologique. Hein. Mon hypothèse, hein, d'une certaine manière, c'est que la pandémie n'a pas seulement provoqué une crise sanitaire et économique, ça on en parle tout le temps, mais elle est en train de produire, ou elle a produit une crise du goût, une crise de la perception. Autrement dit, une crise esthétique. Alors, on verra bien comment les choses vont évoluer, hein, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il y a un régime esthétique qui va se substituer à l'autre, mais en tout cas, il me semble qu'il y a un régime esthétique qui était déjà latent. Hein, la Covid ne fait qu'accélérer ou dévoiler des choses qui étaient déjà présentes, et notamment la place du numérique dans nos vies. Mais il y a un nouveau régime esthétique qui est en train d'émerger. Parce que les théâtres, les cinémas, les musées ne sont pas prêts de disparaître. Enfin, bon, il faut l'espérer en tout cas. Mais les limites qui sont imposées à nos déplacements, à nos relations sociales, à nos existences, à nos relations à l'autre, aux choses, je pense qu'elles vont. Le risque, en tout cas, c'est qu'elles modifient fondamentalement nos manières de voir et de sentir, et donc notre rapport à l'art et à la culture. Voilà. Je pense que ce changement, il est là. Bon, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, hein, je ne sais pas, mais il me semble que s'il y a changement, en tout cas, il n'est pas dans
des pratiques culturelles au sens est-ce qu'on peut lire, est-ce qu'on peut regarder des films, etc. Il est plutôt dans la manière d'appréhender ces différents objets culturels. Mais justement, on a une réaction sur le live à ce sujet. Mathilde qui demande est-ce que la pandémie a été bénéfique selon vous aux institutions culturelles? Donc là, on est plus sur le versant institutions culturelles, notamment avec le passage au numérique et avec la mobilisation massive pour soutenir les lieux de culture, donc les musées, les théâtres. Je pense qu'on ne peut pas dire du tout que ça a bénéficié aux institutions culturelles. En tout cas, là aussi, ça a bénéficié sans doute aux grands acteurs du numérique, hein, les fameux GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, auxquels on pourrait rajouter Netflix ou les géants du numérique chinois. Bon, est-ce que ce sont des institutions culturelles? En tout cas, ce sont les filtres par lesquels passent un grand nombre de produits culturels. Ça, c'est évident. Bon, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que ces fameux objets culturels, ils n'existent pas sans les artistes. Et plus largement, les milliers d'hommes et de femmes qui créent, qui jouent, qui produisent, qui diffusent des œuvres culturelles. Et ce qui se passe actuellement, c'est que le Covid, il approfondit la précarité de celles et ceux qui vivent de la culture. Donc là, si on essaie de trouver des gagnants et des perdants, là, je pense que les perdants actuellement, ils sont dans les lieux culturels occupés. Hein. Vous avez depuis près de 6 mois des lieux culturels qui sont fermés, donc depuis le 30 octobre dernier. Donc ça fait 6 mois que non seulement nous, les spectateurs, en tout cas les consommateurs de culture, nous sommes privés notamment de spectacles vivants, mais ça fait plus de 6 mois que ceux qui vivent de cette culture ne peuvent plus travailler. Et donc, actuellement, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais il y a près d'une centaine de théâtres qui sont occupés par des artistes, des techniciens, des techniciennes, des étudiants et des étudiantes en école d'art dramatique. Et il faut rappeler une chose, hein, je pense que c'est très important. Bon, il y a parfois des tensions actuellement dans ces lieux, mais pour bon nombre d'entre eux, ils ne demandent pas seulement la réouverture des lieux culturels. Ils demandent aussi la prolongation des allocations chômage pour les travailleurs de la culture, dont le niveau d'emploi était particulièrement bas cette année, puisque tous les festivals ont été annulés, puisque voilà, tout ce qui était prévu ne s'est pas fait. Et donc, ils demandent des investissements massifs dans la culture. Ils demandent aussi d'ailleurs l'abandon de la réforme de l'assurance chômage, ce qui montre aussi que les revendications portées par ces occupations, elles excèdent le seul domaine culturel. Hein. C'est l'idée d'élargir à d'autres franges de la société, et notamment les travailleurs précaires qui souffrent aussi plus généralement du Covid, avec l'idée que si l'actuelle réforme de l'assurance chômage ne s'en prend pas directement aux intermittents, elle s'en prend à leurs semblables, c'est-à-dire ceux qui alternent période de travail et période de chômage, d'ailleurs qu'ils appellent les intermittents hors spectacle. Donc voilà, c'est de ramener aussi la culture à des... J'ai beaucoup donné de définitions, en tout cas insisté sur les définitions de la culture, mais la culture ne peut pas être séparée d'abord d'une dimension sociale et sensible. Donc la culture, ce n'est pas simplement des objets, et quand elle passe à travers des écrans d'ordinateur, eh bien, elle perd beaucoup en termes de relations sociales, d'artefacts sociaux, etc. Mais elle ne peut pas être détachée aussi eh bien, d'un certain nombre de substrats économiques. Hein. La culture, ça coûte de l'argent. En tout cas, cette fameuse culture, ces fameuses œuvres consacrées, eh bien, il faut les produire. Et même si bon, l'image de l'artiste romantique à la Baudelaire, sous sa mansarde, qui vit d'amour et d'eau fraîche, est parfois encore présente dans l'imaginaire artistique. Bon, la réalité, elle est moins romantique, elle est moins rigolote. Et il y a actuellement beaucoup de gens qui souffrent de la situation sanitaire, qui souffrent parce qu'ils ne peuvent plus dire ce qu'ils avaient à dire, ils ne peuvent plus partager sensiblement tout ce qu'ils avaient à créer. Même si certains ne le font pas forcément pour avoir un public, mais le public peut compter, compte parfois souvent, mais aussi tout simplement parce que matériellement, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Voilà. Et que peut-être, j'espère que non, mais certains vont peut-être décider de changer de métier, comme certaines infirmières qui changent de métier actuellement. Voilà.
Mais ça nous emmène à des sujets, vous voyez que la culture peut nous emmener dans des sujets qui sont beaucoup moins glamour hein, que la seule question culturelle en termes d'inspiration, de créativité et d'imaginaire. C'est ce qui rend aussi le sujet particulièrement riche et vous nous en avez fait la preuve ce soir. Donc, merci beaucoup Lionel Arnaud. Merci aux internautes qui ont réagi parce que vous avez été quand même pas mal à interagir avec nous. Donc c'était très sympa. Voilà. Merci beaucoup encore. Et je vous souhaite J'espère que mes réponses n'étaient pas trop à rallonge, hein, mais bon voilà, quand on tire un fil, il y a parfois toute la pelote qui part avec. Donc je vous remercie en tout cas pour les questions très intéressantes des internautes et puis vos questions à vous également de cette invitation, Sabrina. Et voilà, j'espère que j'aurai un petit peu éclairci cette complexité culturelle. Tout à fait. Et du coup, je en profite aussi pour dire que vous pourrez retrouver donc ce live donc, sur Facebook, hein, toujours disponible. Et puis en même temps, on le mettra sur la chaîne YouTube de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Donc voilà, pour nos auditeurs qui souhaiteraient regarder en replay cet échange, vous pourrez le faire sans problème. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à vous, merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.